Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors aujourd'hui, on reçoit Vanessa pour faire une exposition d'armée. Donc, on va regarder ensemble son armée d'Idonette parce qu'elle se démarque par l'originalité de la peinture et des conversions. Et d'ailleurs, c'est une armée. Vanessa a remporté le premier prix de présentation là, au dernier Grand Clash, qui est un événement AOS qui rassemblait cette fois-là une cinquantaine de personnes. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, on vous invite à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et si vous aimez cette vidéo, pourquoi pas nous laisser un petit pouce en l'air pour nous aider au placement de la chaîne, pour nous aider à accroître et avoir de plus en plus de visibilité. Alors, Vanessa, Vincent, bonjour. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on regarde en détail les différents modèles de ton armée d'Idonette qui nous a vraiment ébahis quand on l'a vu là, au Grand Clash en particulier, mais tu l'avais joué aussi dans un plus petit tournoi, je pense, un peu avant le Grand Clash, puis j'avais été vraiment impressionné. Là, je me souviens avec Vincent, on était resté un bon 10 minutes à regarder ton armée, puis vraiment impressionnante. Et en plus, vous Voilà. avez beaucoup des anguilles et beaucoup de choses que je n'avais pas apportées. Oui, c'était juste partiellement à ce moment-là, là, une partie de l'armée, effectivement, que tu as complété par la suite pour le tournoi, je pense, là, pour le clash. Super. Donc, veux-tu peut-être dans un premier temps nous parler un petit peu du concept général de l'armée avant qu'on regarde les pièces là, un peu plus de plus près, une à une? Oui, en fait, il y a deux concepts dans mon armée. Il y a le concept de départ des modèles qui ne sont pas convertis, qui étaient plus sous une thématique, comment dire, selon le niveau de la journée, si on peut dire. Là, dans le fond, c'est que je voulais les faire pour qu'ils attaquent depuis la mer selon où le soleil était rendu dans le ciel. Donc, au début, j'étais plus concentrée sur un effet coucher de soleil pour qu'ils attaquent dans les oranges, les mauves, les roses, pour faire comme si justement là, ils arrivaient, mais qu'ils se cachaient dans les couchers de soleil. Ensuite, avec les Alopex, je suis allée avec des couleurs plus bleues pour justement qu'ils soient comme s'ils se cachaient avec le ciel bleu. Donc, j'ai joué beaucoup plus sur cette thématique-là des couleurs du ciel pour les camoufler. Donc, c'était pour la première partie de l'armée, comme je disais, qu'il n'y a pas de conversion. Je les faisais venir de Gur, comme mes Sylvanettes, qui était ma première armée. La deuxième armée, eux, je les fais venir de Chamon, enfin, peu importe comment vous le prononcez. Là. Donc, j'ai intégré beaucoup de parties Eldar, de parties Xenos que j'avais réussi à collecter d'autres clients. Donc, pour en faire des montures, surtout là, avec les anguilles, faire des montures ou avec les alopex avec des bouts mécaniques, dans le fond. Donc, beaucoup de ça avec mon Eidolon de la tempête que j'ai converti à partir d'un Inari pour vraiment faire un effet de comme tornade d'eau autour de lui, là, vraiment plus tempête. Donc, je les ai peints aussi en thématique plus électrique pour aller avec. Donc, ça, c'est tous ceux qui viennent vraiment... ouais, c'est vraiment une thématique qui se veut suivant les températures extérieures, j'imagine finalement qu'on peut dire, pour, assembler le tout, là, en me disant que Volturnos, de toute façon, il pouvait aller piger à peu près dans les armées d'élite des nations qu'il voulait, donc c'est pas très grave là, si c'est pas parfaitement cohérent. Alors c'est ça, là, c'est un peu ça autour de quoi je tournais là, quand j'ai créé mon armée. C'est vraiment intéressant. Donc, on peut peut-être passer à déjà, j'imagine que les auditeurs ont hâte de voir à quoi ça ressemble. Alors, oui, donc si on regarde les premiers modèles de guards que j'ai assemblés en partant de la gauche, donc le mauve, c'était le premier modèle que j'ai fait vraiment là, avec les Morsar Guards. J'en ai un semblable, mais en turquoise pour les Ishlaen. Donc, c'est vraiment des techniques très de base. Là. C'est dans les premiers modèles que j'ai fait là, tout de suite après mes Sylvanettes.
La seule chose vraiment là, sur laquelle on m'avait posé des questions, c'était sur l'armure. Dans le fond, le bleu que vous voyez là, au niveau des creux dans l'armure, c'est du Soulstone Blue de Citadel. C'est comme une espèce de texture gel là, que vous pouvez mettre pour un peu comme le hard coat là, pour donner une espèce de lustre vernis, mais avec une couleur teintée. Donc, c'est ça que j'avais utilisé pour donner ce petit look-là. Par la suite, je m'étais dit que ce serait chouette pour les morceurs d'avoir moins de boucliers puis plus de frappe, étant donné que c'est vraiment leur force. Je les voyais bien, puis je ne suis pas la seule d'ailleurs. Je l'ai vu, bien sûr, pris par d'autres personnes. Ce n'est pas une idée si originale que ça, mais de les faire en mode surfer. Donc, j'avais sous la main des screamers que j'ai un peu modifiés pour aplatir, et mettre donc mes morceurs dessus. J'avais des Eldar, des Hellions que je m'étais procuré juste pour ça. Donc, que j'ai mis en équilibre dessus. Et ensuite, suivant mon copain là, qui collectionne les gobelins, j'ai souvent vu des squigs, donc je me disais que ce serait mignon de faire une anguille mutée avec la tête d'un squig pour mon armée. Donc, d'ailleurs, il y a une vraie créature sous-marine qui ressemble beaucoup, je n'ai pas le nom présentement, là, mais qui ressemble beaucoup à ça, avec la petite queue sur la tête, là, avec la lanterne pour attirer les poissons dans le fond de l'eau. Donc, c'est vraiment ça. À part la tête de squig, j'ai vraiment sculpté tout le corps. C'est rien de très, très complexe, probablement une des premières sculptures que j'ai faites avec du Sculpey que j'ai cuit pour que ce soit vraiment solide. Ça fait d'ailleurs une base très, très solide, là, comme ça, avec la roche aussi, là, beaucoup plus solide que les stands qui sont vendus avec la boîte. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je les faisais vraiment là, comme s'ils étaient sur le bord de la plage avec passant juste au-dessus de rochers pour venir attaquer les passants, là, les villages qui sont sur le bord de l'eau. L'idée est vraiment intéressante, tout ça avec des effets d'eau ou de vagues là, qui viennent se briser sur les rochers, dans le bas, sur les socles. Puis donc ça, tu as évidemment plusieurs unités de chacun, là, ces 3 modèles différents que tu nous as mis en démonstration, mais tu as évidemment des unités complètes de chacune. Oui, c'est ça. Les anguilles électriques, j'en avais fait 3. Là, on voit mal là, parce que à cause de l'angle, mais le bleu, en fait, il y a tout un effet de courant électrique sur le long de l'anguille. Ça, j'en avais fait 3. Les Screamers, j'en avais fait 6. Puis les deux bases, je pense que j'en avais 9 en tout que j'avais fait aussi. Puis je pense que c'est ceux qui sont sur des Screamers que tu avais apportés au Grand Clash pour le concours de peinture. En fait, je les avais vraiment toutes apportées parce que les anguilles étaient vraiment fortes. Donc, c'est difficile de faire une liste de tournois sans en inclure beaucoup. Et même là, j'en ai très peu comparé à d'autres joueurs Idonet. Oui, ça a été longtemps la liste, essentiellement. On regardait combien on peut en mettre le plus possible dans notre liste, puis c'était essentiellement ça, la liste Idonet. Mais la liste que j'ai apportée au tournoi, c'était vraiment plus axé autour de mes conversions puis des modèles que je voulais montrer, tout en essayant d'avoir une certaine balance pour avoir du plaisir avec le tournoi. Donc, j'avais apporté des Alopex alors qu'ils n'étaient pas très forts, les Namarti, même chose. Donc, j'avais autre chose quand même là, qu'une liste très compétitive. Ouais, tu avais une liste pour l'esthétique et le concept plutôt que pour maximiser. Ça, c'est vraiment bien. Donc, justement, on parlait d'Alopex. On pourrait peut-être les regarder à leur tour pour rester dans les poissons. Celui-là, en fait, c'est la conversion, les derniers que j'ai fait. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que j'avais des bateaux Eldar, des morceaux de bateaux Eldar plutôt, de véhicules. Donc, je les avais utilisés pour le convertir, faire comme si c'était un peu comme on voit là, dans les espèces de sous-marins en forme de requin. Là. Donc, j'avais fait la queue, les nageoires métalliques. Donc, tout le reste métallique. Fait que, je les imaginais un peu comme passant à travers les nuages, puis ramassant avec toute leur armure en argent, ramassant l'énergie de l'électricité pour ensuite le renvoyer aux ennemis.
Naturellement, les Galopeks n'étaient pas si forts que ça, mais peut-être qu'ils vont finir par le devenir. Peut-être pour le mieux qu'ils l'étaient. On le voit bien sur la queue, là, les effets électriques. Puis la base est vraiment hallucinante aussi. Là. Je trouve que l'effet d'eau et de vagues est extrêmement bien réussi. D'ailleurs, je pense que tu as fait un tutoriel pour tes bases sur ton Instagram, je pense. Oui. On m'a souvent demandé si j'allais faire des tutoriels, des vidéos YouTube. Là, j'ai toujours dit que, enfin, je dis souvent là, que je me sens pas encore prête à le faire parce que je suis encore en train moi-même des nouvelles techniques, donc encore beaucoup de modèles tests, d'essayer des nouvelles choses. Donc, je suis pas rendue à enseigner, à apprendre à d'autres. Par contre, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouvais que j'avais bien fait, qu'on me demandait souvent. Donc, j'ai au moins fait un tutoriel pour montrer comment je fais les vagues. Puis bon, si des gens prennent ça et l'améliorent, tant mieux. C'est vraiment, c'est juste pour donner une technique. Donc, ça fait une base beaucoup plus solide, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, que le stand. Le stand est inclus d'ailleurs dans la vague. C'est juste qu'il est complètement recouvert de water effect pour avoir quand même une base solide, là, parce que je l'ai essayé avec juste la vague, avec le plastique, là, puis ça bouge comme ça, c'est pas très solide. Ouais, ben en tout cas, le résultat est vraiment réussi. On mettra le lien pour ton Instagram pour que les gens qui veulent aller voir le tutoriel puissent le faire. Et ici, donc, on a 2 modèles côte à côte. Encore une fois, avec les modèles de base. Comme je disais, là, que je les avais fait bleus pour qu'ils soient en mode camouflage. Oui, tout à fait. Puis on voit aussi, je remarque que tu as choisi de mettre les elfes à la peau foncée. Souvent, on voit les idonettes comme ayant une peau très, très pâle, un peu comme s'ils n'étaient jamais exposés à la lumière. Toi, tu as choisi d'y aller vers une peau foncée. Oui, en fait, c'était pour faire un clin d'œil à mes sylvanettes. Quand j'ai fait c'est sûr, les sylvanettes la plupart des dryades sont en bois, hein, ils n'ont pas de peau. Mais surtout pour Alarielle, finalement. Quand j'avais fait Alarielle, je voulais lui donner un air un peu plus d'âme nature. Et pour moi, le fait d'avoir la couleur de la peau un peu plus terre, c'était important. Puis je trouvais ça beau. Je trouvais que ça changeait aussi, là, que ça faisait ressortir plus les couleurs plus éclatantes comme le jaune, le rouge, comme ça, là, ça ressort plus sur une peau foncée. Puis comme ils viennent de Gur, j'imaginais justement la vie un peu plus rough, le fait qu'ils sont souvent en train de faire des attaques ennemies, des raids, donc ils prennent du soleil pendant ce temps-là. Voilà. Ils ont leur moment. L'effet est vraiment réussi, je trouve, là, vraiment. Là. C'est superbe travail de peinture. Puis souvent aussi, les armées qu'on voit dans AOS sont presque toujours blancs. Hein? La peau est presque toujours blanche ou très occidentale, tout ça. Donc, toi, tu as un teint basané, peut-être Afrique du Nord un peu, tout ça. Donc, je trouve ça intéressant aussi. Ça met une certaine diversité. Oui, en fait, même je dirais que là, en ce moment, je suis en train de travailler sur mes Daughters of Cain, puis qu'il faut vraiment que je travaille la peau pâle parce que je ne suis pas habituée. Donc, c'est une autre. Je travaille beaucoup plus avec des glazes maintenant là, pour travailler les peaux pâles, tandis que là, c'était vraiment plus partir de foncé vers le clair en jouant un peu avec les teintes orangées, les teintes rouges pour donner de la vie à leur peau. C'est complètement différent. Très intéressant. Bien, peut-être qu'on aura la chance de voir sur la chaîne éventuellement cette armée de Daughters of Cain d'inspiration japonaise. On a déjà vu des aperçus sur ton compte Instagram pour les curieuses et curieux. Alors ici, on a celle qu'on appelle affectueusement la grosse tortue, le Léviadon. Que là, on est parti dans des teintes différentes. Hein? On est toujours dans les peaux foncées pour les elfes, mais là, on est dans des verts, bleus, turquoise avec du violet, mauve. C'est vraiment superbe. Le mauve, ça va chercher pour le mauve de mes anguilles d'attaque. Le turquoise va chercher celui des Ishlaen. Donc, c'est des couleurs que j'avais quand même utilisées.
Et si on regarde, bon, c'est sûr que de loin, comme ça, on le voit mal, mais si on regarde de près la carapace, j'ai fait un effet aussi d'étoile sur la carapace. Comment est-ce que tu l'as réalisé, l'effet d'étoile? Ah, une vieille technique là, de prendre un pinceau puis de donner des coups pour que ça se flash. C'est Des éclaboussures. Exactement. Des éclaboussures de blanc. Il paraît qu'on peut le faire avec le airbrush aussi, mais je voulais pas m'y risquer après avoir fini tout le reste de la carapace. Donc, celui-là, c'était vraiment pour faire une tortue qui voyage de nuit, donc sous un ciel étoilé. Qui se reflète sur sa carapace lustrée. Avec un petit effet d'aurore, de petite couleur aurore boréale que j'aime beaucoup faire aussi. Oui, puis d'ailleurs, le bleu là, ici de la tourelle ou de la nacelle, je ne sais pas trop, rappelle un peu des couleurs de ciel de nuit, tout ça. Donc, c'est vraiment concept, très intéressant. Ouais. D'ailleurs, le Léviadon, c'est un que j'aurais bien aimé faire une conversion pour aller avec mes anguilles électriques et compagnie, là, avec toutes les autres mécaniques. Donc, j'avais vu je pense que c'est Admec dans 40 000, là, qui avait des très grandes ailes mécaniques là, que j'aurais mis pour une tortue. Mais ça n'a pas encore valu la peine que je m'assoie pour le faire. Donc, peut-être un jour. Avec les nouvelles règles, le Léviadon devient plus intéressant. Fait que là, tu pourras en jouer deux si ça te tente. Tu pourras en avoir un converti, puis celui-là qui est plus classique. Effectivement, ça pourrait valoir la peine à ce moment-là. Tant que faudrait voir, là, comme on n'a pas vraiment la possibilité de jouer pour un petit bout de temps, j'ai le temps d'y penser. Oui, au moment où on tourne la vidéo, le Québec est en confinement à cause de ce joyeux virus. Donc, on peut peut-être y aller avec, nul autre que Volturnos. Alors là, on est vraiment dans des couleurs beaucoup plus solaires que nocturnes. Ouais, Volturnos. Volturnos, mon roi soleil. Donc, on voit bien effectivement sur lui là, la couleur de la peau. Ouais, qui contraste bien avec les couleurs solaires, jaunes, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc, sur lui, là, je voulais vraiment faire un beau contraste de jaune, orange, bleu. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. La base, comme vous pouvez voir, c'est encore un effet que j'ai utilisé pour faire un splash de lui, comme s'il sortait de l'eau et que ça éclaboussait tout autour. Donc, ça, c'est une série là, comment dire, c'est des morceaux de plastique en triangle, des morceaux de plastique qu'on peut facilement plier, que j'ai mis tout autour comme une espèce de toile d'araignée ensuite là, que j'ai relié par du water effect, donc pour aller faire ça avec du coton et tout pour donner l'espèce de petit effet de mousse au bout des vagues d'éclaboussure. Donc ça a été quand même un assez long travail, hein, mais je suis pas mal contente du résultat final. Ah, le résultat est vraiment réussi, là, vraiment impressionnant. On dirait vraiment que c'est lui là, qui crée justement la vague là, en sortant de l'eau. Puis tu parles de water effect, Vanessa, pour les personnes qui connaissent moins ça, c'est un produit, Oui, ça tombe bien, je l'ai ici. Là. Celui que j'utilise, moi, c'est du Woodland Cynics. Donc, c'est ça ici. C'est vraiment comme une espèce de gel qu'on met dessus. Il y en a qui est vraiment liquide pour faire, par exemple, comme vous voyez, là, des fois, là, des gens qui font une espèce de tonneaux dans lesquels ils vont mettre leur water effect, puis ils le gardent là pour que ça fasse un tube comme de gélatine un peu. Celui-là, c'est plus vraiment pour faire des vagues. Donc, vous le mettez, vous l'appliquez, ça fait, vous pouvez faire les vagues comme vous voulez, puis ça devient transparent après. Donc, moi, généralement, je vais mettre de la peinture comme quand je faisais mes vagues. Mais pour l'effet de Volturnos, je l'avais laissé transparent justement là, pour qu'on puisse voir un peu à travers, là, pour que ça fasse plus un effet d'éclaboussure. Est-ce que c'est un produit qui est difficile à travailler ou les gens qui voudraient se lancer à travailler ce produit-là? C'est très facile à utiliser. Je dirais qu'il est très liquide puis qu'il faut faire, comme je disais, là, une espèce de tube dans lequel on met le produit. Ça, c'est plus compliqué parce qu'il faut mettre de la colle pour éviter que ça parte partout. Mais celui-là, là, c'est assez solide. Là. C'est vraiment comme un gel de peinture. Là. C'est rien de compliqué.
on continue avec le Edalan. Le premier, là, celui que j'avais fait pour être le magicien, donc le Edalan de la mer. Je l'avais fait exactement comme la boîte, donc aucune conversion. Couleur encore, comme je disais, là, pour respecter. Donc, là, c'est sûr, malheureusement, je n'ai pas envoyé de photos de l'arrière. L'arrière fait vraiment comme un effet de coucher de soleil sur les vagues. Alors, malheureusement, je ne te l'ai pas envoyé. Vous pouvez le voir là, sur mon Instagram là, si vous allez voir. Mais c'est ça, donc les mêmes choses, là, effet coucher de soleil pour son espèce de couronne. Vraiment, j'ai pris des couleurs de carpe de carpe plus noir et orange pour son armure. Moi, je trouve que l'effet de la cape est vraiment superbe. Là. On dirait vraiment que sa cape, en fait, c'est de l'eau qui est en train de tomber. Puis là, on voit vraiment aussi les reflets un peu de coucher de soleil avec le jaune. Là, puis c'est rappelé aussi sur la surface de l'eau, sur le socle. Vraiment. Une chose qui impressionne, pourtant, quand on écoute des peintres expliquer comment ils font leur processus, au final, on se rend compte que c'est assez simple. C'est juste qu'au lieu de prendre, bon, on se dit, OK, la couleur de base, ça va être du bleu. Après ça, il va y avoir les highlights, bon, jusqu'au blanc. Mais tout ce qu'il suffit de faire après, c'est de rajouter quelques glazes un peu partout. Puis, là où on veut avoir des nuances de couleurs, c'est très rapide, très simple à faire. Ça rajoute beaucoup de vie, puis beaucoup de réalisme. Oui, tout à fait. Puis là, donc, c'est pas. Donc, il n'y a pas nécessairement de technique particulièrement poussée sur cette figurine-là. Là, c'est ça que tu dis. On peut arriver à un résultat comme ça sans nécessairement maîtriser des techniques de très haut niveau. Exact. Juste la patience, des fois, c'est ça, de savoir comment. Pour la cape, là, c'est du dry brush. C'est rien de compliqué. Faut juste faire attention quand on fait du dry brush, d'être sûr qu'il n'y a pas de liquide, que c'est vraiment d'essuyer le pinceau pour que ce soit vraiment juste la poussière de la peinture, les pigments, que quand on passe, ça prend vraiment juste sur les détails qui ressortent et pour éviter que ça fasse des grosses traînées de peinture. Mm-hmm. Ça peut donner un effet un peu poudreux. Moi, j'aime bien quand je fais mon dry brush de repasser ensuite avec un shade ou un glaze justement pour ramener le tout, unir le tout un peu là, au niveau de la couleur là, parce que sinon, ça fait vraiment comme si on avait juste mis de la poudre dessus. Donc ça peut être nécessaire, là, même de brosser ou de passer avec une brosse à dents ou quelque chose juste pour nettoyer la poudre. C'est comme de la poussière qui se dépose. OK. Sinon, c'est super simple. Là, ça se fait très rapidement. Puis ici, on voit vraiment l'agencement avec Volturnos, là, sa couronne, si je peux appeler ça comme ça, est vraiment dans les mêmes teintes que celle de Volturnos. Là, c'était celui de la mer. On peut y aller avec la conversion que j'ai faite pour la tempête. Donc, les Dolons de la tempête, ici, voilà. Comme je disais, ça a été fait à partir de modèle Inari. Donc, oui, tout à fait. 40 000. Donc, je lui ai laissé presque tout. Les deux seules choses que j'ai changées, c'est son bras droit et sa tête, naturellement, pour celui de Edalan. Donc, je voulais vraiment faire un effet plus ou moins réussi, selon moi, là, comme quoi il y a de l'électricité qui passe à travers son épée et à travers la vague. Mais c'est ça. C'est pas nécessairement si clair que ça sans être expliqué. Là, mais bon, c'est un peu ce vers quoi j'essayais de me rendre. Alors, c'est vraiment mon esprit de la tempête là, qui est là avec l'eau qui lui tourne autour, qui fait un tourbillon. Je sais que qu'il y a plus à faire maintenant. Là. Il y a tellement Green Stuff World fait toutes sortes de produits avec les rayons UV là, qui sont super là, pour faire ce genre d'effet. Là, mais le modèle était déjà tout fait, tout beau. Il suffisait juste de le convertir un peu. C'est quand même plus complexe que ça en a l'air parce que les cheveux en arrière du Inari sont reliés avec la vague, donc il fallait que je fasse des modifications à ce niveau-là pour que ce soit tout à la bonne hauteur. Naturellement, comme le Edalan est normalement avec sa cape est quand même assez haut, là, je l'ai mis sur une roche pour qu'il soit à peu près à la même hauteur, même si ça ne dérange pas tant que ça dans Age of Sigmar présentement. Mais pour rester dans l'esprit que c'est à peu près la même grosseur. Donc, voilà.
Puis vraiment, on voit, là, on est dans un schème de couleurs qui est complètement différent des deux figurines précédentes, mais quand même, il y a des couleurs de rappel, là. Les bleus vont venir chercher les bleus de tes autres figurines. Ça va aussi contraster avec les jaunes, oranges que tu as utilisés. Donc, il y a quand même une harmonie dans la diversité là, qu'on peut voir. Ouais, celui-là, je voulais vraiment qu'il soit monochrome avec les bleus, quelques teintes de gris, mais même le gris, il y a toujours des teintes de bleu quand même dedans. Donc, j'ai vraiment voulu faire une figurine qui soit plus monochrome. Mais oui, comme tu dis, là, le bleu que j'ai utilisé, le bleu électrique, je l'ai utilisé pour mes Alopex, je l'ai utilisé ailleurs. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup d'ailleurs, que vous allez voir souvent dans mes modèles, là. C'est c'est ça. Donc, j'ai utilisé des couleurs, des bleus qui sont un peu plus ciel, puis d'autres qui sont justement pour faire le bleu plus électrique. Là, je suis allée plus dans les Temple Guard Blue de Citadel, encore une fois, là, qui sont plus des turquoises pour faire l'effet électrique à travers tout ça. La base que tu as faite là, celle-là, c'est comme si l'eau, dans le fond, elle englobait toute la base, alors que tu as d'autres modèles où tu as mis l'eau par-dessus, puis tu as fait une découpure avec une couleur, un Stegadon green probablement, ou quelque chose comme. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères une base comme ça où la base est complètement couverte par l'eau ou une base où on tranche davantage avec une couleur? Normalement, je l'ai fait vraiment trancher. La raison pour laquelle je ne l'ai pas faite cette fois, je voulais donner l'effet un peu comme si l'eau qu'il y avait autour de lui, c'était de l'eau qui avait arraché, qui venait vraiment d'arracher à la mer, là, qui avait soulevé. Fait comme s'il y avait l'eau qui était là, mais qui était soulevée. Naturellement, j'ai pas. C'est probablement encore du travail à faire si je voulais rajouter vraiment comme faire relier l'eau qui est autour de lui avec l'eau qui est autour du socle. Mais pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait une bulle d'air puis qu'il avait juste soulevé l'eau autour de lui pour l'utiliser dans son attaque. Intéressant. Donc, on continue avec les héros. C'est des modèles qui ont été super agréables à peindre. En fait, c'est vraiment des modèles superbes, là. La Tidecaster qui est à gauche a eu beaucoup de haine pour son visage, son casque. Moi, je l'aime beaucoup. Je la trouve très belle. Donc, ce que tu veux dire, Vanessa, c'est que les gens dans la communauté, n'aimait pas le visage et le casque de ce... Non, ben, naturellement, ceux qu'on voit sur Facebook, c'est toujours ceux qui se plaignent. Là. On n'entend pas ceux qui aiment ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient de son expression faciale, du casque, un peu comme pour les luminettes, finalement. Comme quoi le casque est trop fantastique à leur goût. Mais donc, c'est ça. Donc, j'avais peint vraiment les héros de base tels quels au début. Je voulais vraiment les travailler avant de créer autre chose, créer d'autres modèles qui seraient différents pour pas avoir deux gars qui ont la même face dans mon armée. Donc, c'est ça. D'ailleurs, j'ai pas fait mention, mais si vous regardez les armes de tous mes idonettes, ou presque, en fait, surtout les premiers que j'ai faits, toutes les armes sont faites en jade, toutes les lames. Donc, si vous voyez la Tidecaster qui est à gauche, donc la statue sur laquelle elle se tient est faite en jade aussi. C'est que dans mon histoire, j'ai pas mis mes bateaux, là, mais mes bateaux, en fait, sont tous des épaves qui sont transformées en métal par les magiciens des idonettes pour être ensuite convertis pour transformer en armure. Et bon, je voyais le jade comme étant des pierres, des trucs qu'il y avait dans le fond de l'eau qu'ils utilisaient pour faire leurs armes. Peut-être pas du jade exactement, parce que c'est pas la pierre la plus solide pour se battre, là, mais c'est quelque chose qui a l'air quand même. Là. Donc, c'est ça. C'était un peu mon concept là, pour tous. D'où est-ce qu'ils sortaient leur métal et compagnie. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment, je les ai fait vraiment comme la Tidecaster. Si elle arrivait à l'aurore, donc dans des couleurs plus rosées, plus bleu pâle, comme si c'est elle qui ouvrait le bal pour le début de la journée pour dire bonjour les amis dans les villages, vous allez vous faire attaquer, voici, je viens vous annoncer qu'il y a des anguilles qui s'en viennent vous manger. Ça, c'était le concept de la Tidecaster et le Soul Scryer
qui lui reste bien caché dans le coucher de soleil le soir, là, puis qui envoie les dernières troupes attaquer. Oui, on voit vraiment l'effet coucher de soleil. J'aime beaucoup ce que tu as fait avec ses yeux aussi. Là, c'est vraiment, ça flash, ça ressort, puis ça vient c'est rehaussé aussi par les couleurs de la cape, puis c'est vraiment superbe. Là. Pas de la cape, mais de la toge, là. Ouais. C'était mon truc un peu, faire des yeux lumineux, comme ça, c'est plus facile, disons, que de faire des vrais yeux. Je commence à travailler un peu plus de faire des vrais yeux maintenant. Mais oui, effectivement, dans ce cas-ci, ça paraît bien fait. Oui, vraiment, c'est bien réussi. Puis on est encore dans les couleurs où on voit que ça vient chercher les couleurs qui ressortaient beaucoup là, dans les figurines précédentes qu'on a vues. Là. Donc, on voit vraiment la belle uniformité entre les différentes pièces. Là. Belle uniformité sans être tous pareils du tout. Là. Ils ont vraiment chacun leur style, ça c'est sûr. Et donc, on a le Soul Scryer converti maintenant. Oui. Pardon. Que j'ai fait à partir, bon, tant qu'à avoir acheté la boîte d'Inari pour faire mon Edolan, je me suis dit que j'allais prendre Ivren que j'avais toujours aimé beaucoup là, pour la robe, toute l'espèce de motif sur sa robe arrière, sur l'arrière de sa robe, pardon. J'ai juste décidé de la rendre chauve parce que les idonettes sont chauves. On ne voit pas nécessairement leur casque, mais tous ceux qu'on voit sont chauves. Donc, j'assume qu'ils sont chauves et que c'est un trait de leur malformation d'elfes qui ont été rejetés par Teclis. Tu vois un effet d'étoile sur la cape, tu reprends un peu les couleurs de ton Eidolon. Pas ton Eidolon, mais ton Léviathan. Oui, exactement. Je voulais. Puis d'ailleurs, encore une fois, j'ai fait les éclaboussures pour faire des étoiles. C'est ça. J'ai fait aussi, comme le Edolan de la mer, l'original, disons, a une armure en koi-fish, voyons, j'ai pas le mot, là, mais en poisson. Je l'ai fait donc en design là, sur sa cape là, autour d'une lune. C'était un premier freehand d'ailleurs que j'ai fait. C'était vraiment une belle pratique pour en faire plus. Pour en faire plus tard, là. J'en fais beaucoup plus avec les kimonos de mes Daughters of Khaine. Mais c'est ça, là, je m'étais vraiment appliquée à faire un beau motif sur sa robe. C'est vraiment beau. J'aime aussi, comme c'est une conversion, tu aurais pris le bâton du personnage original pour rappeler. Fait que quand tu le joues, c'est facile d'identifier le personnage. Oui, c'est ça, exact. J'avais pas vraiment grand-chose. Là. Il y a sa boussole aussi dans la main là, qui a l'air d'être sur le bord de tomber. Hein. Mais malheureusement, je ne peux pas vraiment la placer autrement. Oui, puis comme la base d'Ivren avec sa grande robe est sur une base qui est ovale et beaucoup plus longue. Donc, il fallait que je trouve une manière de la mettre sur une base de 32 mm. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait cette espèce de rocher-là, comme si elle utilisait l'eau pour bouger la roche sur laquelle elle se tient, pour avancer avec le reste de ses troupes, parce que c'est dur d'avancer avec une robe, donc elle avance comme ça, au même rythme que le reste de l'armée, en se propulsant sur sa vague. Ouais, l'idée est vraiment intéressante, oui. Ouais, je trouvais qu'Ivren avec son espèce de col comme ça, puis avec cette couleur-là, fait vraiment comme une déesse africaine, je trouve un peu. Là. J'aimais beaucoup son look comme ça. Oui, vraiment, on a vraiment l'impression, on voit vraiment l'inspiration africaine là, avec, ouais. Ouais, ça a vraiment été malgré moi. Là. C'est vraiment juste comment le modèle était déjà fait avec le look Eldar. Mais c'est ça. Donc, je trouve qu'elle est beaucoup plus belle en chauve qu'avec sa longue tignesse. Que j'ai d'ailleurs utilisé sur autre chose qu'on va voir éventuellement. Okay. Intéressant. Oui, le tan avec le Soul Render. 2 modèles que j'ai jamais utilisés parce que, bon, c'est pas vraiment... Ils sont pas bons. Ben, c'est que ils vont avec les Namartis surtout. Les Namartis, malheureusement, n'ont pas vraiment la cote présentement. Mais je trouve ça dommage parce que je suis vraiment fière de la peinture elle-même. Ah, ils sont superbes tous les deux. Puis on voit les armes de jade ou de pierre s'apparentant au jade, comme tu expliquais tantôt. Puis c'est intéressant ici, on a à la fois le côté or, jaune, orange et le côté
que tu avais sur certains modèles comme Volturnos. Puis on a aussi la robe qui est la toge qui est plus dans les teintes de mauve comme sur le Léviadon. Exact. C'est vraiment des couleurs qui vont bien ensemble là, quand on regarde pour agencer les couleurs. Donc oui, je vais m'arranger, c'est sûr, pour que les modèles s'agencent tous autant que possible. Donc j'aime beaucoup travailler avec l'espèce de rose mauve comme ça, avec les jaunes oranges, ce qui vont très bien avec les effets de coucher de soleil. J'ai essayé sur le Soul Render à droite là, de faire un effet de lumière avec sa petite lanterne. Donc on peut voir sur la lance, l'espèce de faux tien là, qui a comme une espèce de petit jaune que j'ai reproduit ailleurs là, sur toute la lumière, même sur le poisson. Donc, un petit effet de lumière que j'avais essayé de faire à l'époque. C'est ça, je ne sais pas vraiment quoi dire de plus. Là, ta lame pour ton Soul Render, c'est du métallique que tu as teint ou c'est du non métallique que tu as travaillé? Non, c'est vraiment du non métallique. Okay. C'est, je pense, avec le Death Guard Green. Ouais, c'est ça. Le Death Guard. Que je suis allée jusqu'au Ogryn Camo, qui est un peu plus jaune, donc dans les highlights, avec un shade de Coelia et j'ai fini avec, pour le lustre, avec une petite couche de Warpstone Green, qui est un peu comme le Stone Blue Stone que je disais. Donc c'est comme un hard coat, mais avec un petit effet vert dedans. Et c'est ça qui donne, c'est ça qui m'a donné ces couleurs-là. C'est bien réussi. Vraiment. Puis tantôt, quand je parlais des rappels de couleurs puis tout ça, c'est que des fois, on voit les gens qui ont l'impression qu'il faut qu'il y ait une ou un ensemble de couleurs qui donnent une uniformité à l'ensemble de l'armée puis qui doit se retrouver sur chacune des figurines, mais c'est pas nécessaire. Tu peux avoir certains sous-groupes dans ton armée qui ont plus un certain thème de couleur, puis d'autres sous-groupes de figurines ont un autre thème de couleur, pour autant qu'il y a des ponts ou des rappels d'une figure, tu sais, entre les groupes de figurines. Là. Oui, puis ça peut même, les modèles peuvent être de couleurs différentes, avoir juste la base qui est semblable. Au final, c'est pas si grave que ça. Surtout au niveau des héros, là, on sait que chaque uniforme est différent. Tu as des prêtres, tu as des magiciens, ils ne peuvent pas être habillés tous pareils. Donc, déjà, leur robe n'est pas pareille. Fait pourquoi les couleurs seraient semblables aussi? Là? Donc, c'est pas une obligation, selon moi. C'est sûr que ça fait. C'est très beau là, quand même quand tu arrives et que tu as une armée qui est comme parfaitement de la même couleur. Mais j'aime bien, moi, jouer avec autre chose puis donner des choses différentes à regarder selon les modèles. Oui, tout à fait. Alors là, ici, on a des mal-aimés. Les Namartis, oui. Qui sont intéressants aussi. Donc ici, encore une fois, les lames de jade. Donc on est vraiment dans des thèmes de couleurs là, qui rappellent tout le reste. Là. Évidemment, c'est de l'infanterie, donc tu en as probablement 20, 30 comme ça, je ne sais pas combien. J'en ai 10 turquoises, 10 roses. OK. Avec les manches des armes, là, que c'est comme l'ivoire fait à partir d'os. C'est ça, c'est vraiment les premiers que j'avais fait pour les Namartis là, avant de faire des conversions. Puis ici, donc, on voit justement que vu que c'est plus de la horde et tout ça, tu es allé peut-être un peu moins dans le détail, notamment au niveau du visage. En fait, ils n'ont pas d'yeux. Les Namartis n'ont pas d'yeux. J'avais hésité, en fait. J'avais pensé à leur faire des tatouages dans le visage, qui embarqueraient justement sur les yeux. Mais quand je suis arrivée au final, je me dis, ils sont beaux comme ça, finalement. Oui, tout à fait. Que ce soit. J'aurais pu là, rajouter des tatous blancs, là, ou comme s'il y avait de la peinture de guerre sur eux ou quoi. Mais bon, je trouvais que c'était trop. Oui, ben, à un moment donné, il faut aussi doser le temps qu'on met parce qu'on pourrait peindre à l'infini, mais à un moment donné, il faut finir aussi. Oui, c'est ça. Ce qu'on voit là, c'est mes Shadow Warriors ou Reavers qui peuvent être utilisés pour l'un ou l'autre, en fait. Je l'ai donc mis sur des bases de 25, aimantés sur des 32 pour pouvoir les utiliser comme l'un ou l'autre selon ce qui serait le plus avantageux. Présentement, c'est plus les Shadow Warriors. Quoique non, c'est pas vrai. Avec les nouveaux les changements qu'ils ont fait, là, les Reavers commencent à être intéressants.
Mais c'est ça, donc j'avais utilisé les Shadow Warriors. Je les avais quand même bien modifiés, là, les Shadow Warriors. Si vous les regardez, les têtes, c'est des têtes de Spite Revenant, dont la bouche est cachée dans le col. Fait qu'au moins, on ne voit pas leur espèce de sourire typique de Spite. Et ce qui avait été difficile, en fait, avec eux, c'est que je voulais les arcs des, je pense que c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, les Sisters, pas les Sisters of the Thorn, mais en tout cas, ça ressemble à ça, qui ont justement l'espèce d'arc que je trouvais qui était bien pour faire un effet aquatique. Mais je voulais le corps des Shadow Warriors, donc, mais les bras ne fonctionnaient pas. Donc, il a fallu que je coupe des bras, que je les recolle, que je les arrange avec du green stuff. Donc, ça avait été un peu plus long à faire quand même. Mais la pose est vraiment dynamique, là. C'est vraiment intéressant. C'est ça qui est triste avec les reverse du fait qu'ils sont vraiment pas intéressants, c'est qu'ils sont tellement beaux. Leurs poses sont vraiment hyper dynamiques, mais ils étaient juste pas intéressants à jouer, là. Fait que j'espère qu'ils vont le devenir de plus en plus, là, qu'on s'en vient vers un peu un méta de Namarty pour les honnêtes. J'en ai 60, fait que ce serait bien qu'ils servent à quelque chose. Hein. Moi, je pense qu'il va falloir attendre un autre Battle Tome pour qu'il soit vraiment bon. Là. Ici, on a un autre ami. Ça, c'est du Siege? Oui, c'est une acolyte. C'est mes mercenaires, Thralls. En fait, c'est ça. Je voulais avoir des Thralls qui seraient un peu plus musclés. Je voulais, naturellement, j'ai pas pris la photo, mais je pense que je l'ai pris d'arrière aussi, là, tu pourras le montrer après, là, parce que sur le bouclier, je fais une peinture d'éclair là, pour dire qu'il était avec la faction des Storm Riders. Donc, c'est ça. Donc, c'est des acolytes, effectivement, là, que j'ai modifié. Le masque, si vous connaissez Tynch moindrement, là, vous savez que ça ne ressemble pas à ça. Je l'ai complètement aplani pour que ça soit un masque sans aucune forme, pour vraiment faire comme s'ils avaient juste mis un masque. L'histoire que je leur avais donnée, c'était des captifs, des idonettes, en fait. C'est des humains captifs qui sont utilisés... Qui doivent ramener leur taux d'âme en échange de leur survie. Donc, c'est des combattants qui ont impressionné les idonettes et qui se sont dit qu'ils pourraient leur être utiles. Donc, c'est leurs esclaves, finalement. C'est intéressant ce que tu racontes, qu'il y a une histoire, parce qu'on a rencontré, on a eu Danick Mayotte sur la chaîne qui nous parlait des conversions, puis qui nous disait qu'une conversion, c'est pas juste de changer une tête, c'est pas juste changer un bras, il faut qu'il y ait une raison derrière la conversion, qu'il y ait une histoire derrière. Puis depuis tout à l'heure, je t'écoute parler, là, j'ai converti parce que je voulais. Puis là, on voit qu'il y a toujours une histoire derrière, il y a toujours une intention derrière la conversion, pas juste une intention esthétique, mais il y a quelque chose d'histoire, de fluff derrière qui rend ça intéressant. C'est sûr, il faut qu'il y ait quelque chose parce que sinon, je trouve que on n'est pas aussi motivé à les faire au final s'il n'y a pas une raison d'être. Donc, c'est ça. Puis, le casque que je leur avais fait, on peut se dire, mais il n'y a pas Dieu, il n'y a pas rien, ils peuvent pas respirer. Mais mon idée là-dedans, c'était qu'étant donné qu'ils sont sous l'eau, que c'est la magie des idonettes qui leur permet de respirer. Donc, c'est comme une espèce de masque dans lequel ils ont de l'air magique qui leur permet de respirer. Et ils ont tous été rendus aveugles par les idonettes pour éviter qu'ils s'enfuient à la base. Donc, ils ont réappris à se battre comme les Namarty sans yeux. Puis j'aime aussi le look qui est un peu un look qui rappelle l'idée qu'on se fait des gladiateurs hein, de l'époque romaine. Puis c'est d'ailleurs un peu ton concept des gens des hommes qui ont été capturés pour être transformés en esclaves, qui vont se battre pour le compte de leur maître. Donc, ça ne m'étonnerait pas. Pendant les moments paisibles dans le monde des idonettes qui les fassent se battre entre eux pour leur plaisir. Ça serait pas très loin de leur personnalité. Donc là, on a le fameux bateau que tu disais tout à l'heure que le concept, c'était qu'il avait été transformé en métal, donc métallisé magiquement par les mages idonettes. Donc, que j'ai essayé le plus possible de donner un effet de transformation avec
avec l'effet. C'est pas super réussi, mais enfin, j'ose espérer que ça donne quand même un peu l'effet. Donc, le bois qui est au centre en train d'être transformé, là, puis que probablement que le poids du métal a fait en sorte qu'il s'est cassé en deux. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est ce que les idonettes utilisent pour faire leurs armes en plus de tout ce qu'ils volent aux gens qu'ils attaquent. Oui, en tout cas, il est vraiment superbe lui aussi, mais en même temps, on voit vraiment l'effet, la transition là, de métal à bois. Oui, j'en ai un comme ça, l'autre, c'est la même chose, mais argent, au fond. Alors, rien de très complexe, mais beaucoup. Donc, c'est ça. Ça va vraiment avec la thématique aussi. Et comme pour moi, là, les gens de Shaman, il y a beaucoup d'alchimistes. Ça va un peu avec cette notion-là d'alchimie, de transformation des matériaux en métal. Oui, c'est ça, parce que comme tu as dit en introduction, ton concept, c'était que l'armée venait de Shaman. Oui, il y en a une partie qui vient de Gur, l'autre qui vient de Shaman. Donc, et puis qui sont amenés ensemble par Volturnos pour aller combattre. Pour moi, les Storm Riders, c'est vraiment comme une unité d'élite qui est prise par Volturnos pour venir avec les gens de Gur. Très intéressant. Merci de nous avoir fait découvrir ton armée ou la voir de plus près, peut-être pour ceux qui avaient eu l'occasion de la voir dans certains événements, mais qui n'avaient pas pu les voir d'aussi près. L'avantage de la photo, c'est que ça permet de voir de plus près. Puis là, on a pu prendre le temps de regarder souvent dans les tournois. J'espère que ça a été intéressant. Surtout, ce que j'espère que les gens vont en comprendre, c'est que c'est correct de changer d'avis quand vous partez une armée, là, de changer, de décider d'essayer des nouvelles choses. Pour moi, mes idonettes, les Sylvanettes ont été ma première armée sur laquelle, naturellement, j'ai commencé. Donc, ça a été très, très direct comme peinture. Les idonettes, c'est à partir de là où j'ai voulu faire un peu plus d'expérience. Donc, ça a été vraiment mes cochons d'Inde de Games Workshop. Et là, présentement, je suis en train de travailler sur mes Daughters of Cain qui ont une thématique un peu plus unie, mais malgré tout, qui ont chacune quand même des couleurs différentes. C'est une thématique, comme on disait tout à l'heure, japonaise. Donc, c'est une thématique en fait de démons japonais. Mais comme les kimonos ont tous des motifs différents, donc je vais essayer de travailler un peu avec ça, d'avoir des couleurs semblables, mais des motifs différents, de jouer plus là-dessus, mais tout en gardant une thématique unie de démons japonais. Est-ce que c'est pas aussi une façon de garder la motivation? Parce que souvent, on le voit sur les chats, ça, les gens qui peignent, à un moment donné, quand tu es rendu à peindre 60 fois le même modèle dans les mêmes couleurs, est-ce que de varier un peu les couleurs, les textures, les freehands que tu vas faire dessus, c'est pas une façon aussi de te garder motivé? Oui, c'est sûr. Ça peut avoir l'effet inverse que si tu te donnes trop de travail, que tu sais que ça va prendre beaucoup de temps, ça ne te tente peut-être pas d'en faire beaucoup, comme là, présentement, avec les Mélusailles. Que j'ai fait, que j'ai converti à partir d'un modèle de Dragon Empire avec des geishas qui ont chacune justement un motif différent sur leur kimono, comme je disais. Je les regarde et je me dis, ouais, la dernière fois que j'ai travaillé dessus, ça m'a pris une semaine pour le terminer à coup de 1 heure, 2 heures par-ci par-là en fin de journée, après une journée de travail à peindre déjà. Donc pour moi, des fois, c'est moins motivant. En même temps, c'est comme là, j'en avais fait 3, j'avais changé pour faire une autre unité avec les Kinérailles. Je reviens, je vais en faire d'autres, je vais faire mes héros, je reviens, j'en fais encore d'autres. Et puis, c'est sûr que là, présentement, il n'y a pas grande motivation parce qu'il n'y a pas d'événement. À partir du moment où on va s'approcher des tournois et que je vais avoir une idée plus claire des listes que j'ai envie de jouer, comme à peu près tout le monde, je vais dire, bon, ben, c'est ça que je veux peindre. Il faut que ce soit prêt pour le tournoi. Donc, c'est sûr. Mais en même temps, ça donne quand même des beaux défis de dire, quand on est très motivé de partir sur quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qu'on va voir parmi les peintres qui vont travailler sur un seul modèle pendant 50-60 heures pour faire vraiment j'essaie de me rendre jusque-là. Je ne suis pas quelqu'un de très patiente dans la vie. C'est pour ça que j'aime bien faire des armées là, qui sont belles, mais que je fais quand même un peu plus rapidement, autant pour mes clients que pour moi.
Mais c'est ça. Donc, pour moi, c'est quand même... J'aime bien... j'ai souvent les résultats finaux. J'ai hâte d'arriver au résultat final. Tout le processus pour se rendre là me semble un peu long. C'est un peu comme quand on se met à vouloir faire de l'exercice puis qu'on a hâte d'avoir perdu 40 livres, mais qu'on sait qu'on va devoir travailler dur avant d'y arriver. Alors, c'est à peu près le même principe. C'est pour ça que j'essaie de me donner des défis. J'ai mon compte Instagram parce que j'aime bien avoir des retours des gens, de voir qu'est-ce que les autres font parce qu'il y en a plein, il y en a tellement de bons peintres sur Instagram, des gens qui sont motivés, juste le côté communautaire aussi, là, de pouvoir parler avec les gens, de savoir qu'est-ce qui se passe partout dans le monde au niveau de Games Workshop. Donc, c'est quelque chose qui peut quand même être très motivant. Mais d'ailleurs, on peut te suivre sur Instagram et sur Facebook à Vanessa Miniature. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. On t'a déjà publié justement, en fait, un bon nombre de tes photos de ton armée Idonette pour ceux qui voudraient prendre le temps d'aller revoir certaines figurines que tu as faites. Sur ton Instagram, comme on disait tantôt, tu as un tutoriel pour tes bases en vagues, là, en eau. Puis tu nous parles de ton projet en cours, donc de tes Daughters of Cain d'inspiration démon japonaise. Donc là, tu nous as déjà donné quelques aperçus sur Facebook, sur Instagram. Les résultats sont absolument superbes. Là, cette semaine, tu as publié les 2 Cauldron of Blood, les 2 chariots là, de chaudron de sang. Tu en as fait 2 modèles. Puis moi, en tout cas, je suis tombé en amour pour autant qu'on puisse être en amour avec une figurine en plastique. Donc, le résultat est vraiment superbe. La conversion est superbe là, dans un des 2 qui est complètement converti. Donc, j'invite les gens à aller voir te suivre sur les médias sociaux. C'est vraiment intéressant. Ouais, si me poser des questions, je suis quand même assez rapide pour répondre. Ça ne me dérange pas non plus là, de partager des trucs. J'ai rien vraiment à cacher. J'ai pas de Patreon ou rien. Là, je veux pas faire de l'argent là-dessus. Donc, pas pour justement mes clients. Mais c'est ça. Donc, si vous avez des questions, que vous voulez vous améliorer, moi, c'est comme ça que je fais. Pour m'améliorer, je vais voir d'autres personnes, je vais sur des channels YouTube. Donc, de partager aussi, là, ça va me faire plaisir. C'était très intéressant, Vanessa. Merci d'avoir été avec nous. C'est à vous. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air. C'était la première fois aussi qu'on faisait ce format de vidéo d'exposition d'armée où une peintre ou un peintre vient nous présenter son armée, ses figurines. Donc, laissez-nous savoir en commentaire si vous avez apprécié. On prévoit en faire d'autres, puis plus ce sera apprécié, plus on en fera. Donc, sur ce, je vous souhaite bon wargaming.